Il existe un département où les écoles ferment, les bureaux de poste s'endorment et les pompiers répondent à des rues vides. Les maisons restent peintes, les compteurs tournent parfois, et pourtant les voix dans les cafés se font rares. Ça ressemble à une carte postale délavée, mais c'est pire. La vie s'évapore et la statistique vous le crie. On pense tous que la France regorge de villages charmants, non ? Petites églises, marchés le dimanche, voisins qui se connaissent. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est la diagonale qui s'efface. Les départements qui ne font plus assez d'enfants pour remplir les classes. Ceux-ci ne sont pas des destinations Instagram. Ce ne sont pas des villages relookés pour influenceurs. Ce sont des endroits vides. Des territoires si dépeuplés que les services publics avertissent « Venez seulement si vous avez un plan ». Oui, vraiment. Certains perdent une génération par décennie. Certains ont des villes fantômes administratives. Celui-ci a des écoles avec 0 élève. Vous croyez tout savoir sur la carte de France ? Vraiment. Mais connaissez-vous le département où la mairie conserve une liste de maisons à vendre et personne n'appelle ? Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Abonnez-vous, parce que la prochaine fois que vous prenez la route, vous voudrez éviter les codes postaux qui vous font regretter d'avoir allumé Google Maps. On y va. Numéro 1, la Creuse. Un département qui fond sans bruit. La Creuse n'est pas juste une étiquette sur la carte. C'est un endroit où le café n'ouvre que si deux voisins se donnent rendez-vous, où on traverse un village entier sans croiser personne. Vous cherchez vieilles pierres et marchés, vous trouvez des façades fermées et des panneaux immobiliers. Vous vous attendez à des petites écoles pleines d'enfants qui crient, mais parfois le seul bruit est un tracteur qui passe 3 fois par jour. La Creuse n'est pas seulement rurale, c'était un bassin agricole et un réseau de petites industries locales. Aujourd'hui, c'est une mosaïque de champs, de forêts et de toits vides. Il y a des routes nationales qui rétrécissent en chemins communaux, des gares fermées et des lignes de bus réduites. Autrefois, on y trouvait artisans, mairies animées, marchés dominicaux. Maintenant, la mairie consulte une base de données de logements inoccupés et pense en termes d'optimisation de tournée des services. Voici le truc. Les chiffres se traduisent en écoles fermées et boulangeries réduites. Ce que personne ne dit, c'est que la perte démographique s'auto-entretient. Moins d'enfants signifie moins de profs signifie moins de familles qui viennent s'installer, et ainsi de suite. Des communes entières se retrouvent à gérer des infrastructures pour un demi-siècle d'habitants. Le constat n'est plus seulement statistique, il devient pavé, arrêt de bus, salle communale vide. Population, moins 1,1% par an dernièrement, cela veut dire moins de monde dans les rues chaque année. École, plusieurs communes ont des classes sans élèves pour l'année scolaire. Oui, des salles vides. Logement vacant, environ 12% d'inoccupés, fenêtres qui regardent des salons vides. Emploi, plus de contrats saisonniers, moins d'emplois permanents, précarité qui s'installe. Service, 3 bureaux de poste fermés en 5 ans, envoyer une lettre demande un trajet. Transport, moins de 3 trains par jour sur certaines lignes, la voiture devient essentielle. Pas très vendeur. Conséquences. L'avantage ? Loyer très bas, nature, espace. Le revers ? Service qui fuit, distance pour tout, isolement. Les urgences sont plus loin, les spécialistes aussi. Gagner du silence, perdre la proximité. Et planifier ses rendez-vous médicaux comme des expéditions. Vous économisez sur le loyer et dépensez en carburant et en planification. Un habitant sur Reddit. Les commerces ferment, on planifie la vie comme une expédition. Ok, on en parle. Et laissez-moi juste dire que la Creuse est parfait si votre hobby est collectionner les panneaux rouillés. Sérieusement, qui garde ces panneaux ? J'ai vu des mairies plus animées que certains cafés. Si vous pensez que Paris est bruyant, la Creuse vous apprend le plaisir du silence absolu. Pop culture, c'est un peu comme une série dramatique rurale sans bande-son dramatique. Je préfère un bistrot ouvert. Mais si vous voulez l'isolement, bingo. Et laissez-moi juste dire, lire les annonces immobilières ici est devenu un sport local. Imaginez, vous descendez du bus, l'air humide sent la paille, le vent caresse les peupliers, les feuilles collent sous vos chaussures. Vous voyez une boulangerie fermée, vous entendez un chien lointain. Vous réalisez que vous êtes peut-être le premier étranger de la journée et que la place du village vous appartient, pour le meilleur ou pour le pire. À Paris, on fait la queue pour un café.
Dans la Creuse, on fait la queue pour l'écho. Vous iriez vivre dans la Creuse ? Oui pour le calme ou non parce que vous aimez les services rapides ? Dites-le en commentaire. Et si vous pensez que la Creuse est désert, attendez le suivant. Il a des villages où même les panneaux ont déménagé. Numéro 2, l'Allier, un département qui perd sa génération active. L'Allier n'est pas juste un coin de bocage. C'est un espace où les ronds-points sont plus nombreux que les boulangeries ouvertes en fin d'après-midi. Vous pouvez parcourir une commune et penser que vous vous êtes trompé d'heure. Tout est là, mais déserté. Vous passez devant des ateliers qui ont fermé leurs portes et des panneaux à louer qui semblent se fondre dans le paysage. L'Allier n'est pas seulement vallée et rivière. C'est une ancienne terre industrielle et artisanale qui a rétréci. Des petites villes industrielles se vident progressivement, tandis que les cours d'eau conservent une mémoire plus riche que les registres municipaux. Les axes routiers relient encore quelques pôles, mais la carte des services ressemble à un gruyère, trous et passages. Mais alors, la réalité n'est pas une simple décroissance, c'est une spirale. Quand un commerce ferme, les autres subissent. Quand l'école diminue, des familles partent. La mobilité vers les métropoles accélère. Ce n'est plus seulement moins d'habitants, c'est moins d'options. Et ça change complètement la manière dont les communautés tiennent. Population, décroissance modérée ces dernières années, moins de jeunes. Fermeture, plusieurs commerces locaux ont baissé le rideau depuis 10 ans. La rue principale se vide. Logement, hausse des résidences secondaires modestes, quelques maisons vides, une bonne partie de l'année. Emploi, fermeture d'ateliers, augmentation du travail précaire. Services, réduction d'horaires des pharmacies et guichets, concrètement, un déplacement pour une ordonnance. Santé, temps d'attente pour spécialistes plus long, la logique du trajet s'impose. Oui, dramatique. Conséquences. L'avantage, terrain, maison pas chère, air plus pur. Le revers, perte d'emplois stables, commerce rare, obligation de tout planifier. On gagne en tranquillité, on perd en densité de services. La vie se réorganise autour de regroupements sociaux et d'entraide, mais c'est de la résilience à l'économie diminuée. Un élu local interviewé. On essaye de garder le service postal, mais la logique économique est parfois plus forte que la volonté. Et laissez-moi juste dire que l'Allier est le genre d'endroit où vous pouvez finir un bingo municipal seul. Sérieusement, la municipalité adore économiser. Si vous aimez le silence, bienvenue. Si vous aimez les horaires de la vie moderne, c'est plus compliqué. J'ai vu des panneaux fêtes du village annulés plus souvent que des festivals maintenus. Je prends la place pour la photo Instagram vide. Imaginez, un après-midi d'automne, l'odeur de feuilles mouillées, une cloche d'église qui teinte mollement, le grincement d'une porte de mairie ouverte pour 3 personnes. Vous réalisez que votre pas résonne plus que le marché. À Lyon, vous trouvez un resto plein. Dans l'Allier, vous trouvez un resto qui sert sur réservation uniquement. Vous abandonneriez la ville pour l'Allier ? Oui pour la nature, ou non parce que Netflix demandera un trajet. Écrivez en commentaire. Et si vous pensez que l'Allier est inoffensif, attendez le suivant. Lui a des villages où l'école ferme pour manque d'élèves. Numéro 3, la Nièvre, un département où la jeunesse s'éloigne. La Nièvre n'est pas seulement des prés et des forêts. C'est un endroit où les lycéens s'en vont à 18 ans et ne reviennent pas. Les cafés voient moins d'étudiants, les associations luttent pour recruter et le moindre événement culturel demande une logistique digne d'un festival. La Nièvre n'est pas juste provinciale, elle fut un corridor industriel et agricole. On y voit encore des petites usines et des maisons de maîtres désertées. Les lignes de bus sont sporadiques, les gares visitées au compte-gouttes. Autrefois, des vendeurs ambulants animaient les marchés. Aujourd'hui, le marché fait son annonce sur une feuille A4. Voici le truc. Ce n'est pas seulement la fuite des jeunes, c'est la perte des jeunes aptes à créer des services. Avec moins de jeunes entrepreneurs, les commerces ferment, la dynamique locale stagne et la ville moyenne perd sa capacité à s'adapter. La Nièvre devient une province de vieillissement actif, avec tout ce que cela implique. Population, tendance au déclin, surtout chez les 18 à 35 ans. Démographie, vieillissement de la moyenne d'âge, les retraites augmentent en proportion. Commerce, diminution du nombre de boulangeries et boucheries en activité. Logement, vacances modérées avec prix attractifs, opportunités pour quelques acheteurs. Santé, médecins remplacés plus lentement. Transport, horaires réduits en soirée, sortie sociale conditionnée à un taxi. Aïe.
Conséquence. L'avantage, potentiellement rentable si vous achetez maintenant. Belle qualité de vie pour ceux qui travaillent à distance. Le revers, faible perspective d'emploi local, vie culturelle réduite, dépendance aux voitures. Vous gagnez de l'espace, vous perdez la promiscuité des services. Une mère locale. On fait venir le pédiatre une matinée par mois, on s'organise entre voisins. Et laissez-moi juste dire que la Nièvre est l'endroit où votre facteur connaît votre arbre préféré. Vraiment étonnant. Si vous espérez un concert impromptu, vous aurez probablement un karaoké municipal payé par la mairie. J'apprécie la campagne, mais j'aime aussi que mon épicerie ouvre le dimanche. Oui, je suis exigeant. Imaginez, vous marchez sur le marché du samedi. L'air a une odeur de farine et d'herbes coupées. Un vieil accordéon joue faiblement. Les nappes sont propres, mais les étals sont moins nombreux. Vous réalisez que c'est charmant, mais fragile. À Nantes, un samedi c'est vivant. Dans la Nièvre, un samedi c'est surtout timing et organisation. Vous donneriez une chance à la Nièvre ? Oui si vous télétravaillez, non si vous aimez les sorties impromptues. Commentez. Et si vous croyez que la Nièvre est l'extrême, attendez le suivant, plus profond dans la diagonale du vide. Numéro 4, la Haute-Marne. Un département où l'administration lutte pour suivre. La Haute-Marne n'est pas seulement bocage et rivière. C'est un territoire où les administrations cherchent des solutions pour maintenir les services. Vous arrivez dans une sous-préfecture et sentez la volonté et la fatigue. On répare, on mutualise, on ferme parfois. La Haute-Marne n'est pas seulement rurale, c'était un maillon logistique. Aujourd'hui, des petites entreprises persistent, mais la démographie pèse. Les axes routiers la traversent, mais les connexions s'amenuisent. Certaines communes vivent de la solidarité intercommunale, d'autres s'accrochent à des niches. Mais alors, la vraie surprise est que les chiffres ne mentent pas. La fermeture d'un service déclenche une cascade. Une ligne de bus réduite et quelques familles décident de partir. Une école fermée et des commerces ralentissent. Les décisions locales deviennent des paris long terme sur l'avenir du territoire. Population, légère décroissance mais variable selon les cantons, certains se maintiennent, d'autres s'étiolent. École, regroupement pédagogique fréquent, déplacement d'enfants. Service, mutualisation entre communes pour garder ouverts des guichets. Emploi, emploi administratif réduit localement. Logement, prix bas mais attractivité limitée pour les jeunes. Transport, diminution progressive des fréquences, translation du coût sur l'usager. Politique compliquée, conséquences. L'avantage, volonté d'innovation locale, possibilité pour porteurs de projets. Le revers, dépendance aux subventions, complexité de rattachement administratif, perte de spontanéité. Vous gagnez du terrain pour tester des solutions, vous perdez l'autonomie service par service. Un responsable intercommunal. On mutualise, on innove, mais la logique financière pèse. Et laissez-moi juste dire que la Haute-Marne est parfaite si votre hobby est remplir des dossiers administratifs pour garder un guichet ouvert. Non, je plaisante à peine. Si votre rêve c'est l'administration efficace, vous allez rire jaune. Ici, gérer, c'est inventer. J'adore le bricolage local, mais je veux aussi un médecin disponible. Imaginez. Une place de village au petit matin, l'air est frais, la brume sur la rivière, le cliquetis d'une porte de boulangerie qui ouvre pour quelques clients. Vous sentez la farine, le bois humide et réalisez que la vie est active mais fragile. À Toulouse, l'administration tourne à plein régime. En Haute-Marne, elle bricole pour tenir. Vous vous engageriez pour redynamiser la Haute-Marne ? Oui pour l'innovation, non pour la paperasse extra. Dites-le. Et si vous pensez que c'est isolé, attendez le prochain, il a des signaux encore plus faibles. Numéro 5, la Meuse, un département marqué par l'histoire et l'absence. La Meuse n'est pas simplement plaine et mémoire, c'est un endroit où les traces historiques côtoient des villages qui peinent à se repeupler. Les sites commémoratifs sont immenses et parfois plus visités que les marchés locaux. La Meuse n'est pas juste un livre d'histoire, c'est un territoire agricole et forestier. Les petites villes gardent des pans de mémoire courageuses, mais les jeunes partent pour les métropoles. Les infrastructures suivent ou non, selon la volonté politique. Voici le truc. L'histoire attire le tourisme de passage, mais pas de nouveaux résidents. On parle d'un paradoxe.
être riche en patrimoine, mais pauvre en perspectives économiques durables. Cela crée des communes gérées pour la mémoire, pas pour la vie quotidienne. Population, déclin modéré, corrélation avec départ des jeunes. Tourisme, pic saisonnier sur les mémoriaux, mais pas d'effet résidentiel net. Logement, prix modeste, vacances variables. Emploi, agriculture mécanisée réduit la main-d'œuvre. Services, horaires réduits dans les petits commerces. Transport, desserte fragile en soirée. Symbole et réalité. Conséquences. L'avantage, beau paysage, calme, potentiel pour activités liées au patrimoine. Le revers, manque d'emplois locaux, dépendance saisonnière, difficulté à créer une économie pérenne. Vous gagnez en beauté, vous perdez en opportunités quotidiennes. Un guide local. Beaucoup visitent nos sites, peu reste pour créer ici. Et laissez-moi juste dire que la Meuse est l'endroit idéal pour collectionner plaques commémoratives. Je n'exagère même pas. Si vous voulez entendre l'histoire, c'est parfait. Si vous voulez un bar qui joue des concerts chaque semaine, bonne chance. J'aime l'histoire, mais j'aime aussi le concert du samedi soir. Imaginez. Le matin d'une commémoration. Drapeau qui claque, odeur de café, voix qui murmure, feuilles froissées. Vous réalisez qu'ici la mémoire est vivante, mais souvent plus active que la vie quotidienne. À Verdun, on foule l'histoire. Dans certains villages de la Meuse, on foule la solitude. Vous resteriez pour l'histoire ou partiriez-vous pour le boulot ? Commentez. Et si vous croyez que la Meuse est extrême, le suivant a des villages encore plus silencieux. Numéro 6, la Lozère. Un département où la nature domine et la population diminue. La Lozère n'est pas seulement montagne et rivière, c'est la France profonde, où la nature reprend ses droits. Les hameaux sont beaux, isolés, et parfois presque prêts à devenir réserves naturelles habitées. La Lozère n'est pas seulement un parc, c'était une terre agricole et pastorale. Les hameaux s'accrochent à la vie saisonnière. Le tourisme vert est fort, mais souvent concentré, et la population permanente s'érode. Les routes sinueuses séparent les villages, et la fréquence des services varie selon la saison. Voici le truc. Le tourisme vert ramène des visiteurs, mais pas forcément des habitants permanents. Les résidences secondaires poussent, quelques projets écologiques émergent, mais la permanence démographique se dégrade. Ce n'est pas un effondrement rapide, plutôt un glissement silencieux vers moins d'habitants permanents. Population, densité très faible, tendance à la baisse. Résidences secondaires, proportion en hausse, maisons pleines en été, vides en hiver. Emploi, saisonnier dans le tourisme, stable dans l'agriculture réduite. Services, ouverture saisonnière de commerce. Transport, route de montagne sensible à l'hiver, isolement ponctuel. Logement, prix variable selon l'attractivité touristique. C'est beau, mais capricieux. Conséquences. L'avantage, cadre exceptionnel, air pur, possibilité pour projet nature. Le revers, vie rythmée par les saisons, services limités hors saison, difficulté d'accès aux soins spécialisés. Vous pouvez vivre un rêve bucolique et payé par des déplacements réguliers. Un exploitant local. En été on respire, en hiver on organise notre village pour tenir. Et laissez-moi juste dire que la Lozère est l'endroit où votre plus grand trafic est celui des randonneurs à l'heure du déjeuner. Sérieusement, attendez le pic d'août. Si vous voulez une vie tout-terrain, parfait. Si vous voulez la proximité d'un cinéma, préparez le GPS. J'adore grimper, mais j'aime aussi le cinéma du dimanche. Imaginez, l'air vif, l'odeur de pin, le craquement du sentier, le soleil sur la pierre. Vous entendez des cloches au loin et un moteur de tracteur occasionnel. Vous réalisez que l'isolement a un prix et une beauté. À Marseille, l'été c'est plage et foule. En Lozère, l'été c'est calme et sentier, l'hiver c'est silence. La Lozère vous tenterait-elle ? Oui pour la nature, non pour l'hiver isolé ? Dites-le. Et si vous croyez que la Lozère est extrême, le suivant est encore plus contrariant. Numéro 7, le Cantal. Un département en relief marqué et à la démographie en recul. Le Cantal n'est pas seulement volcan et estive. C'est un endroit où les villages se lovent dans les vallées et où les routes prennent du temps à avaler. Les commerces de montagne résistent, mais la jeunesse file vers des horizons plus plats. Le Cantal n'est pas que paysage. Il fut un territoire d'élevage et d'artisanat. Aujourd'hui, l'agriculture est mécanisée,
les exploitations familiales se réduisent et la cartographie des services s'affine. Certains cantons tiennent, d'autres dévissent. Voici le truc. La topographie complique la desserte. Éloignement, hiver long, coût d'entretien des routes. Ce ne sont pas que des chiffres froids, ce sont des trajets en plus, une école regroupée à 20 minutes, un médecin à 40. La géographie devient un acteur du déclin. Population. Diminution régulière de la population active. Agriculture. Taille des exploitations augmente, effectifs baisse. Services. Postes et commerces rares à l'année. Logement. Prix souvent attractifs, mais éloignés. Transport, temps de parcours allongé en hiver, route parfois impraticable. Santé, médecin non remplacé rapidement, la pente fait son effet. Conséquences. L'avantage, paysage grandiose, air et fromage remarquables. Le revers, isolement, coût logistique, difficulté d'accès aux services quotidiens. Gagner l'espace, perdre en confort d'accès. Un agriculteur local. On tient nos terres, mais on manque Dieu pour tenir la ferme à long terme. Et laissez-moi juste dire que le Cantal est parfait si vous voulez apprendre à aimer le fromage et la neige. Oui, cliché assumé. Si vous cherchez une vie sans effort pour faire ses courses, oubliez. Ici on admire le paysage et on planifie le plein. Je prends le fromage, mais je veux aussi Internet fiable. Imaginez. Le parfum de l'herbe, la bruine sur la crête, le claquement des sabots d'un troupeau, la pierre humide. Vous réalisez que la beauté implique parfois la contrainte. À Bordeaux, on déguste du vin et un resto par week-end. Au Cantal, on déguste du fromage et on planifie la semaine. Le Cantal, vous y emménageriez ? Oui si vous aimez les montagnes, non si vous aimez la facilité. Commentez. Et si vous trouvez le Cantal rude, le prochain a un signal encore plus ténu. Numéro 8, l'Aveyron. Un département qui vacille entre attrait touristique et dépeuplement. L'Aveyron n'est pas juste Causse et viaduc. C'est un territoire où le tourisme flirte avec l'exode. Quelques bourgs attirent l'été, mais la vie permanente y est souvent fragile. L'Aveyron n'est pas seulement point d'intérêt. C'est un patchwork de vallées et de plateaux, avec des villes moyennes qui tiennent mieux que les hameaux isolés. Les axes routiers existent, mais la mobilité quotidienne reste un défi. Mais alors, le tourisme crée une économie saisonnière sans garantir la pérennité des emplois. Beaucoup d'emplois restent temporaires, peu de jeunes s'installent à l'année. C'est une économie qui sourit en juillet et réfléchit en novembre. Population, stabilité relative selon les zones, mais déclin des jeunes. Tourisme, flux saisonnier important, pic l'été. Emploi, forte proportion saisonnière dans l'hôtellerie et la restauration. Services, commerce ouvert, surtout pour la saison. Logement, hausse des locations saisonnières, prix diversifiés. Transport, dépendance à la voiture pour le quotidien, saisonnier mais réel. Conséquences. L'avantage, lieu attractif, opportunité pour micro-entrepreneurs touristiques. Le revers, précarité en dehors de la haute saison, service réduit pour les habitants permanents. Vous gagnez une économie d'accueil, vous perdez la stabilité de l'emploi. Un saisonnier. En juillet-août, tout bouge. En décembre, on ferme la porte. Et laissez-moi juste dire que l'Aveyron est l'endroit où vous pouvez tomber amoureux d'un village en juillet et discuter avec les mêmes maisons en janvier. C'est romantique, jusqu'à la facture du chauffage. J'aime la convivialité, mais j'aime aussi que mon salaire vive l'hiver. Imaginez, le dimanche matin d'été, marché parfumé, voix joyeuse, enfants partout. En novembre, le même marché, 3 stands, le vent qui chante. Vous ressentez les saisons et la fragilité du reste. À Nice, l'été c'est permanent. En Aveyron, l'été c'est l'exception heureuse. Vous accepteriez une vie saisonnière pour le panorama ? Oui pour les paysages, non pour la saisonnalité. Dites-le. Et si vous trouvez l'Aveyron contrasté, le prochain va encore plus loin dans la désertification. Numéro 9, les Ardennes. Un département proche des frontières et pourtant isolé. Les Ardennes n'est pas seulement forêt dense, c'est une région frontalière où la mobilité transfrontalière côtoie le dépeuplement intérieur. Les zones rurales se vident, tandis que quelques pôles transfrontaliers attirent. Les Ardennes n'est pas que vallées et vallons. Historiquement industrielle, elle a souffert de fermetures d'usines et de délocalisation. Les villes perdent des emplois,
les campagnes perdent des habitants. Les axes de communication sont présents, mais insuffisants pour stopper le flux. Ce que personne ne vous dit, c'est que la proximité des frontières aide certains, mais pas tous. Certains habitants vont travailler de l'autre côté, mais ça ne compense pas la perte d'activité locale. Le résultat, un territoire en 2 vitesses, avec des poches vivantes et des poches presque désertées. Population, baisse modérée, exode des jeunes. Emploi, ancien tissu industriel affaibli. Transport, desserte irrégulière, dépendance à la voiture. Services, fermeture progressive de commerces en petites communes. Logement, vacances variables selon la proximité urbaine. Santé, difficulté de recrutement médical. Pas simple. Conséquences, l'avantage, proximité de marchés étrangers pour certains emplois, paysage. Le revers, perte d'emplois locaux, fragmentation territoriale, coût de transport élevé. Vous gagnez des horizons, mais perdez la centralité des services. Un travailleur frontalier. Je travaille à l'étranger, je vis ici. Mais ce n'est pas une solution pour tout le monde. Et laissez-moi juste dire que les Ardennes sont le genre d'endroit où votre GPS vous propose un itinéraire pittoresque et vous perd. Sérieusement, vérifiez la batterie. Si vous aimez l'aventure, félicitations. Si vous voulez une supérette ouverte à 20h, mauvaise pioche. Amy, j'aime les forêts, mais je veux aussi un médecin accessible. Imaginez. Le matin, la brume sur la Meuse, odeur de mousse, craquement d'une branche. Silence interrompu par un moteur lointain. Vous sentez l'air frais, vous réalisez l'isolement potentiel. À Bruxelles, les transports fourmillent. Dans les Ardennes, les bus fourmillent moins souvent. Vous vivriez côté Ardennes ? Oui pour la nature, non pour l'isolement. Donnez votre avis. Et si vous imaginez que c'est le bout, le suivant, le Cher, retouche toute la logique administrative. Numéro 10, le Cher, un département qui illustre le cercle vicieux du déclin. Le Cher n'est pas seulement champs et centre-bourg, c'est un endroit où la dynamique économique a ralenti et où la jeunesse fuit souvent vers les métropoles. On y trouve des villes moyennes avec des centres parfois atones. Le Cher n'est pas juste rural, il a des villes historiques et des zones agricoles productives. Pourtant, la carte des services rétrécit. Banques, commerces et équipements ferment ou se regroupent. Les distances s'allongent pour tout ce qui n'est pas essentiel. Ce que personne ne vous dit, c'est que le Cher montre comment les décisions cumulées transforment le territoire. Fermetures successives, réduction de services, moins d'investissements et la démographie suit. Ce n'est pas un coup de théâtre, mais une série de petits actes qui mènent à une grande conséquence. Population. Baisse notable dans certains cantons, moins d'actifs. Écoles, regroupements et fermetures. Commerce, plusieurs rues principales avec des vitrines fermées. Logement, prix attractif mais éloignement des services. Emploi, opportunités locales limitées. Transport, lignes espacées, mobilité difficile sans voiture. Services, bureaux fermés ou mutualisés. Triste mais factuel. Conséquences. L'avantage ? Option d'achat immobilier très accessible, qualité de vie si vous aimez l'espace. Le revers, perte d'autonomie locale, trajets répétés pour chaque rendez-vous, affaiblissement du tissu social, vous gagnez la tranquillité, vous perdez la facilité. Une commerçante locale. On a réduit nos horaires, on tient comme on peut. Et laissez-moi juste dire que dans le Cher, votre voisin peut être à 10 km. Ce n'est pas une blague. Si vous aimez la tranquillité extrême, bingo. Si vous aimez la spontanéité, vous devrez planifier. Je veux des commerces qui ouvrent. Mais pour certains, le Cher est une promesse abordable. Imaginez, le crépuscule sur un corps de ferme. Odeur de foin, lumière dorée, silence troublé par une radio lointaine. Vous sentez la terre, le bois, la distance. Vous réalisez que la tranquillité a un coût. À Bordeaux, vous sortez sans penser à l'itinéraire. Dans le Cher, sortir demande une logistique. Vous emménageriez dans le Cher pour le prix de la maison ou pas pour l'isolement ? Oui ou non, dans les commentaires. C'est fini pour la liste, mais la question reste, que faire maintenant ? Alors oui, le Cher et tous ses départements, ce n'est pas une apocalypse soudaine, mais une lente disparition administrative et sociale. Écoles qui ferment, services qui s'éloignent, commerces qui réduisent leurs horaires.
Les habitants réorganisent leur vie autour de distances et de solidarité plus fortes, parfois résilientes, parfois fatiguées. C'est la conséquence visible d'années de désinvestissement. Rappelez-vous de la boulangerie fermée mentionnée. C'est notre fil rouge, vraiment, symbole d'un service qui s'effrite. Likez si vous voulez que ces réalités deviennent visibles. Abonnez-vous, sinon la prochaine fois que vous planifiez un road trip, vous pourriez vous retrouver dans un code postal fantôme.